Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 18 février 2012 et aujourd'hui je vous lis un autre texte de mon cru, écrit à chaud, qui n'a pas encore été refroidi, qui ne s'est pas encore vitrifié dans le blanc cristallin de la page. Un texte qui aura enfin échappé à toutes les étapes du livre, de l'écriture solitaire au pilonnage de masse. Comme promis, mais plus vite que prévu, voici un texte dicté par l'amitié, pour l'amitié. Je vous parle de Georges Raby. Georges Raby habite le même appartement depuis une éternité. Ce n'est jamais sans émotion que je grimpe les marches m'y conduisant. Son appartement étant voisin à celui qu'a occupé, pendant des années, le peintre Paul-Émile Bordua. Aucune plaque commémorative n'y figure. Montréal n'étant pas une ville-musée, aucun fonctionnaire de la culture n'a cru bon d'y opposer son sceau. N'étant pas un adepte de la commémoration, cette contraction de commotion et de commérage, on commémore, comme vous le savez, pour mieux oublier. Quant à moi, je n'ai pas besoin d'une plaque pour penser à Bordua chaque fois que j'emprunte cette rue du Plateau. Vous me direz, ouais, mais les autres qui ne le savent pas mériteraient peut-être de le savoir. Si je dois expliquer une chose, inutile de la comprendre. Ce qui compte vraiment ne s'explique pas, non? L'appartement de Georges Raby est bourré de livres. Mais me voilà tout à fait dépaysé. Je ne devrais pas pourtant. Le mien n'est-il pas également bourré de livres? Eh bien voilà, il n'y a pas deux bibliothèques pareilles. Celle de Georges Raby est importante et remplie de merveilles, certaines que je possède et d'autres pas. Quand je m'assois dans l'un de ces fauteuils, qui n'est pas encombré de livres, mon esprit doit sans cesse faire des efforts pour rester vigilant et attentif aux conversations que nous avons. Tant cet esprit, il erre dans toutes les directions, fait toutes sortes d'associations, en lisant les dos, en lisant les titres, et c'est très violent le contact avec une bibliothèque, contrairement à ce qu'on peut croire. Tout parle dans une bibliothèque. Elle dit tout sur son propriétaire. Ses goûts, ses inclinaisons, ses projets, sa vie passée, ses amours, les livres des amis. Le libraire d'occasion est un archéologue de la vie intime d'une bibliothèque personnelle. La bibliothèque ne ment jamais. Une bibliothèque, même amputée, même reconstituée, même refaite, certaines personnes ont eu 2, 3 vies, hein, comme nous pouvons l'imaginer, eh bien, ce qui reste de leur bibliothèque témoigne de ce qu'a été leur vie. L'actuelle bibliothèque en garde les traces. Mais ceci est une autre histoire, comme le dit l'ami Blaise. En cet après-midi, Georges Raby, mélancolique, se désole de n'avoir pas assez publié quelques titres, un recueil d'aphorismes. Je le morigène. Nous, les libraires d'occasion et d'anciens, sommes les dormants de la postérité. Avec un peu d'expérience, nous savons que le succès ou l'insuccès ne veut absolument rien dire. La majorité des best-sellers vont finir dans l'oubli de l'oubli. Aucune commémoration ne viendra les extirper du limon originel retrouvé. Voilà, un test. Qui a été l'écrivain le plus lu entre deux guerres? On y ouvrait même les librairies la nuit pour célébrer l'apparition des livres. Qui? Je ne vous donnerai pas le nom, mais je vous garantis une chose, vous ne le savez pas. Georges Raby me parle de ses amours, de ses femmes aimées, de cette vie de loisir qu'il s'est faite, ponctuée d'écriture, de lecture, de déambulation dans les librairies, de baignade à la plage dorée. Il a vu tous les films projetés à la cinémathèque. Sa connaissance du cinéma est prodigieuse. Il a vu tous les films. Il connaît tous les réalisateurs, du cinéma japonais au cinéma danois. Il m'offre un morceau de chocolat.
Il connaissait Gauvreau. Je lui demande de me le raconter encore. Après, à nouveau, je le gourmande. Tu devrais écrire cela. Il se défend. La fiction est plus juste, plus vraie que la réalité. On ne sert pas à Georges Raby l'argument le devoir de mémoire. Car dans cette dernière phrase, il y a un mot qui horripile, le mot devoir. À part celui de la paternité et de l'amitié, Georges Raby n'a eu de devoir que celui que sa sensibilité et son exigence de liberté lui dictaient. Dictée discrète et silencieuse, réalisée dans la minutie de sa vie quotidienne. Le temps est propice à la baignade? Allons, enfourchons la bicyclette et allons se baigner. L'école buissonnière aura duré toute sa vie. La société, généralement, ne récompense pas ce genre de comportement. En fait, elle ne récompense pas grand-chose. Elle se dédouane plutôt. Elle se donne bonne conscience. Émiron voulait un pays, on lui donne un bâtiment. Exemple tiré par les cheveux, j'en conviens, mais ça me tentait de le dire. Georges Raby ne voyage pas. Il aurait pu dire comme Lévi-Strauss, « Je hais les voyages ». Je ne suis pas vraiment sûr exactement de la citation, qui est l'incipit de Triste Tropique. Je ne sais pas où je l'ai mis dans ma bibliothèque, alors on va dire que c'est ça. Je lui sais gré de cela. Mieux vaut œuvrer ici au changement plutôt que de se changer les idées. Et de toute façon, le tourisme, j'allais dire le terrorisme de masse, le tourisme de masse est une arme de destruction massive. Il y a plus de choses étonnantes se déroulant sur la rue Mont-Royal que sur une rue de Bombay, par exemple. Georges Raby, déambulant dans les rues du plateau, pense que tout se joue ici. Le musicien qui joue au coin de la rue, sa vie est aussi étonnante. Georges Raby prend des notes. Dans sa tête, une conversation captée dans un café est l'objet d'une réflexion. L'aventure n'est pas juste au coin de la rue. Elle est dans la texture des mots, de la matière première pour faire une nouvelle, dira-t-il. Tout se passe ici, dans un quadrilatère, quelque part, dans un vaste univers, en expansion qui s'accroît prodigieusement. 2 millions de kilomètres carrés à la seconde. Je fais part de cette information que Georges Raby accueille favorablement. Pourquoi aller au bout du monde quand ce monde lui-même, en pleine croissance, regorge de merveilles? Féru de vulgarisation scientifique, il me dit « On a trouvé le chaînon manquant. » On a trouvé le chaînon manquant, c'est nous. Là-dessus, il m'a offert un autre morceau de chocolat. Je le croque comme si c'était une pomme. Retournant chez moi, traversant le parc La Fontaine, rasséréné, je me dis « Ouais, nous sommes le chaînon manquant. » Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de m'écouter. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Vous pouvez également venir vous joindre à ma page Facebook. Et vous pouvez également venir me rendre visite dans le quartier de Côte-des-Neiges, à ma librairie, Le Livre Voyageur. Merci et bonne journée.